vendredi et on se lâche. Bonjour à tous. On va au sommet des tatas. De quoi avoir une belle vue. Et oui, la beauté est au cœur de notre quotidien. Et si d'ailleurs vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire que les plantes ne doivent pas être installées dans une chambre, rassurez-vous, c'est une idée reçue. Il existe des plantes adaptées aux chambres et certaines sont même bénéfiques. On en parle dans Art Déco. La touche florale dans nos demeures est inexistante. Aujourd'hui, disons que j'ai envie de relooker mon appartement. Comment procéder et quelles plantes ou fleurs choisir? Herman Amengan nous dit tout, ou me dit tout, puisque c'est ma préoccupation du jour. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver encore ce vendredi sur le rendez-vous de midi. C'est un plaisir immense. Partagé. N'est-ce pas? Oui, et ton jaune, ton vert olive est assorti à ta fleur. Oui, c'est un rendez-vous de midi aux couleurs vertes ce vendredi. Comme vous pouvez le constater, on parle aujourd'hui de l'aménagement de l'intérieur. Quel type de fleurs peut-on disposer dans une pièce, dans une chambre, dans un bureau? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec une aménagiste que vous allez découvrir. Mais avoue-le, tu n'avais pas fait le lien, tu n'avais pas remarqué, n'est-ce pas? Ah, mais bien sûr, tout est au millimètre près, vous savez. Oui. Alors, elle, c'est Stéphanie Nimadi Dagba. Elle est aménagiste fleuriste. Nous la recevons sur ce plateau ce midi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Mylène. Bonjour, comment Bonjour, allez-vous? madame. Ça va bien, chef. Ça va. Donc, on parle des fleurs aujourd'hui. Oui, des fleurs à l'intérieur d'une chambre, Bien sûr. d'un appart. Bien sûr aussi. Tu as dû le remarquer, ton décor, il est majestueusement décoré. Plus beau que d'habitude. Plus beau que d'habitude, voilà, par les soins de Stéphanie Nimadi Dagba. Donc, ce sont ces pots de fleurs qui sont installés déjà de part et d'autre, et également sur le plateau. Et tu te demandes bien ce que j'ai là, donc devant moi. Je suis venu avec, tu sais comment on appelle ça? Non. Ça, c'est la langue de la belle-mère. La langue, hein? La langue de la belle-mère. Vous avez la tête de la belle-mère? Je suis sûre que plusieurs femmes voudront avoir chez elles la tête de la belle-mère. Il y a aussi le pied du beau-père. Alors, oui, c'est beau. Oui, c'est très beau, n'est-ce pas? Oui. Et les pierres à l'intérieur de l'eau. On va parler de tout ceci. Oui. Alors, Madame Nimadi, dites-moi, les fleurs à l'intérieur d'une pièce, c'est quoi leur rôle? Juste pour la déco ou... Alors, les plantes d'intérieur chez nous, en plus d'apporter une touche décorative, apportent beaucoup de bienfaits pour notre santé. Son rôle principal, c'est de fournir de l'oxygène pour notre santé et absorbe tout ce qui est gaz, CO2, dioxygène de carbone et tout ce qui est gaz nocif pour notre santé. Et justement, il y a des types de fleurs adaptées pour une pièce. On a quelques plantes sur le plateau. Déjà, ce qu'on a là, c'est quoi? Juste en face de Mylène. Alors ça, c'est un aglaomena. Un quoi? Aglaomena. C'est en français? C'est son nom scientifique. C'est son nom scientifique, voilà. J'ai fait un peu de botanique aussi. Oui. C'est son nom scientifique et ça s'appelle aglaomena. Ça fait partie des plantes purificatrices qui purifient notre environnement en produisant de l'oxygène. Pareil pour la langue de la belle-mère. La langue de la belle-mère. Et c'est juste la taille ou ça, non, ça pousse plus? c'est une plante, elle ne va pas vraiment grandir en taille, mais elle sera plus touffue. Et voilà, c'est bien pour nos tables à manger, les guéridons et puis tout ça. Voilà. Et dans votre pot, le pot qui est juste en face de vous, Oui. il y a des cactus, hein, si Oui. je ne me trompe pas. Oui. Alors, j'ai apporté les cactus aujourd'hui pour vraiment expliquer l'importance d'avoir des cactus chez soi, au bureau ou à la maison. Parce que les cactus ont pour rôle spécifiquement de capter les ondes électromagnétiques que nos téléphones, nos appareils électroménagers, notre télévision émettent et qui sont nuisibles pour notre santé. Donc les cactus, avec leurs épines, captent ces ondes et puis voilà, nous protègent. Et donc il faut les installer à côté de la télé ou Oui, à côté de la télé ou
à côté du box Wi-Fi ou peut-être sur un frigo à la cuisine. Et puis, D'accord. Donc, les fleurs à l'intérieur d'une pièce n'est pas, on va dire, caprice de bourgeois ou caprice de pseudo-écologiste. C'est bien cela. Donc, Oui, ça, c'est ça. ça a son rôle à jouer. Et dans la langue de la belle-mère, je reviens à cela. Il y a des pierres, Oui. des pierres et de l'eau. Je ne constate pas de terreau. Ça peut pousser dans un Oui. vase comme celui-ci. alors, les plantes, voilà, il y a beaucoup de plantes qui, telles que la langue de la belle-mère, dont le nom scientifique est la sansevieria, qui ont la possibilité de pousser dans de l'eau. Donc, elles font leurs racines dans l'eau. Et voilà, en même temps, avec les pierres blanches qui sont des cristaux dégageant de l'énergie positive, ces plantes-là poussent très bien et se portent à merveille. Et ça risque de grandir dans... Oui, ou, elle va c'est grandir, généralement elle va certaines- grandir, elle va pousser en hauteur avec ses bouts pointus, elle va pousser en hauteur et voilà. Et nous avons également dans le décor d'autres plantes. Oui. Celle que j'ai ici, c'est quoi déjà? Ça, c'est le cheflera. Le cheflera. Voilà, le cheflera, ça, c'est l'oreille d'éléphant. L'oreille d'éléphant. D'éléphant, Ah ouais, c'est voilà. c'est pas faux. Hein. Ça porte bien son nom. Ça, c'est l'oreille d'éléphant. Donc, elles toutes, ce sont des plantes qui nous apportent de l'oxygène et purifient notre environnement. Alors, c'est déjà bien d'avoir des plantes à l'intérieur de chez soi, mais encore faudrait-il les entretenir. Oui. Comment arriver à entretenir les fleurs ou les plantes qu'on a chez nous? Quel est le modus operandi? Ok. Bon, contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, les plantes à l'intérieur demandent beaucoup d'entretien. Non, c'est plutôt le contraire. Les plantes à l'intérieur ne demandent pas vraiment, ne sont pas très exigeantes parce qu'il faut les arroser à peine une fois par semaine. Il faut, pour garder des feuilles toujours bien vertes, les vaporiser avec de l'eau. Donc, on a un vaporisateur. On enlève la poussière et autres. On enlève la poussière, par moment on peut nettoyer la feuille, mais c'est pas des actions à faire chaque semaine. Ce qu'il faut faire chaque semaine, c'est de toucher la terre, le terreau, vérifier si le terreau est sec. S'il est sec, il faut arroser la plante. Donc après, par moment, il faut aussi sortir la plante vers l'extérieur pour qu'elle prenne Un bain de soleil. voilà, un coup de soleil. Tu t'y connais apparemment. Alors, les matières blanches et noires qui sont dans le vase juste en face de Oui. moi, c'est quoi? Ça sert à quoi? Alors ça, c'est des graviers décoratifs. D'accord. Donc, c'est beaucoup plus pour donner un peu plus de De gaieté, fun, de glamour. de glamour, voilà, à la plante. Donc, D'accord. c'est un peu ça. Et les fleurs qui sont adaptées pour une pièce à la maison, elles sont aussi adaptées pour un bureau? Bien sûr, les pièces qui sont adaptées pour la maison sont aussi adaptées au bureau. Au bureau, on recommande beaucoup plus les palmiers, les cactus aussi, parce que là, il y a beaucoup d'ordinateurs, des box Wi-Fi et tout ça. Donc, les palmiers, les chefleras, il y a même des plantes d'intérieur qui peuvent fleurir. Il y a des plantes d'intérieur qui peuvent fleurir comme les orchidées. Les orchidées ont beaucoup de vertus. Les anthuriums qui donnent de belles couleurs roses ou rouges. Ce sont les orchidées qui rampent. Les non. orchidées ne rampent pas. Non, elles ne rampent pas. Généralement, leurs fleurs retombent, mais elles ne rampent pas en fait. Donc, tu l'as bien compris. Il te Oui, faudra j'ai une formation compris. supplémentaire. Oui, oui. J'en ai Déjà que besoin. tu t'autoproclames déjà jardinier. Alors, Madame Stéphanie Nimadi Dagwa, merci. C'est un Merci d'être plaisir. passée sur le rendez-vous de midi. C'est plaisir. Un rendez-vous de midi aux couleurs vertes. On est J'espère. retourné au jardin d'Éden. Ah oui. Tu es sûr que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas plus de fleurs, il y en avait plus que ça. Ah, mais il y avait des cactus, il y avait la langue de la belle-mère aussi. Et Manuel y était. Herman y était plutôt. Merci surtout d'être passé sur le rendez-vous de midi. On vous retrouve très prochainement pour d'autres numéros. Avec plaisir. Mais avant, on va continuer par profiter du dioxygène que nous procure. De l'oxygène. De l'oxygène, si vous voulez, Voilà. que nous procure ces fleurs. Mhm. Bon, déjà, moi, je m'en vais avec celui-ci. N'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas Ou de du moins, je problème. reste. Non, vas-y, Je au peux- revoir. Je peux y aller. Oui, oui. Merci. C'est bon pour Allez. aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Merci Bonne à suite. vous. C'est un plaisir. Alors, on n'incinère plus les déchets toxiques. Il existe tout autre moyen pour se débarrasser de ces déchets que nous produisons. C'est ce que nous allons voir tout de suite dans Eureka.
C'est une machine de destruction écologiquement rationnelle. Elle assure un traitement innovant des déchets. Une fois déversés dans la machine, les déchets à risque infectieux sont broyés, compressés et stérilisés sans produire de bruit ni de chaleur. La technique ici ne consiste pas à incinérer les déchets. L'air aspiré produit de l'ozone et l'appareil rejette de l'oxygène tout en désinfectant parfaitement les déchets, éliminant ainsi tout risque de contamination. Après cette phase de pré-traitement, le contenu de la machine n'est pas carbonisé, mais devient au contraire parfaitement valorisable. Les résidus sortis du géant sont encore bien utiles. Ils ont encore du chemin à faire, ils ont de l'énergie à produire au niveau des fours, des entreprises qui ont besoin de températures élevées. Exemple, les cimenteries ou bien les brasseries qui pourraient l'utiliser pour réduire la quantité de fuel qu'ils vont utiliser pour faire fonctionner leur four. Un élément signé Marcel Ahossi qui est avec nous aujourd'hui. Marcel, bonjour. Mylène, bonjour. Ça n'arrive pas souvent. Pas souvent, souvent, mais c'est déjà arrivé. Et Herman, qui a fini de raccompagner son invité, est de retour. Bien sûr, oui. Évidemment. Pourquoi tu as laissé la dame? Tu aurais pu, rester là-bas. Et votre pot? Le devant Et le pot? Le pot, il est où? Le pot, je l'ai déjà acheminé vers chez moi. Il va séjourner désormais dans mon salon. Alors Très bien, Marcel, ça marche. déjà, quel est le nom de cet appareil? Vous l'avez vu, un appareil destructeur de déchets par ozone, l'OMW 200-400, c'est son nom. L'OMW Oui. 200. OMW 200-400. Il y a 200-400, ça a un sens. Il n'y a pas un nom plus facile. Ça a un sens. Le sens, c'est lequel? Oui, c'est une machine qui a la capacité de traiter 200 à 400 kg de déchets par heure, soit 10 fois la capacité d'un incinérateur ordinaire. Et depuis quand c'est au Bénin? Cette machine est au Bénin depuis février 2020 et précisément le 27 février dernier. C'est une bonne nouvelle, hein, Herman. Ça remplace valablement l'incinération des déchets. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que vous savez, pendant longtemps, la problématique de gestion des déchets biomédicaux a été toujours une problématique assez, on va dire, assez récurrente. Et donc, une machine qui traite les déchets biomédicaux et surtout une machine de cette capacité, de cette envergure, pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le personnel paramédical déjà, parce que c'est ce personnel-là qui côtoie au quotidien ces déchets. Et également, ces personnes-là qui étaient obligées d'incinérer, soit de façon archaïque ou très peu moderne, les déchets bio. C'est une technologie, un procédé vraiment écologique. Et les déchets devront provenir d'où? Oui, voilà, ça doit venir surtout des hôpitaux. Et déjà, Parce qu'on parle les de masques, déchets biomédicaux. on peut les envoyer, les masques déjà utilisés. Oui, parce que ça devrait en temps normal être considéré comme des déchets biomédicaux. Voilà. Parce que vous savez, on ne sait pas qui est aujourd'hui porteur du coronavirus quand on sait que beaucoup de cas aujourd'hui sont asymptomatiques et donc on ne sait plus qui est porteur du coronavirus. Ces personnes les côtoient certainement au quotidien. Et donc, en mettant votre masque ou en vous débarrassant de votre masque, on ne devrait pas les jeter n'importe où et n'importe comment. Ces masques-là doivent être traités comme des déchets biomédicaux, incinérés ou du moins traités donc, par le procédé que notre cher ami Marcel Ahossi a Oui, découvert. les lames, les seringues, je ne sais pas, tous déchets biomédicaux Marcel, et même les déchets de laboratoire, Oui. n'oubliez pas. Tu es allé à la découverte. Le centre déjà se trouve où? Et c'est une invention du Bénin? C'est inventé par le Bénin? Pas du tout alors. Ici, c'est une toute nouvelle technologie, mais elle existe depuis 2013 aux États-Unis. Elle est arrivée au Bénin, je vous l'ai dit, en février 2020, précisément le 27. Et le centre, c'est à quelques 20 km du centre de Cotonou, au sud-est bien sûr, vers Aglangana là-bas, entre la fin de Cotonou et le début de Semepodi. C'est là-bas. Donc, en plus d'être scientifique, il est aussi géographe. Tu vois comment, c'est bien il précis. est transversal. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'aller fouiller et chercher pour vous, rien que pour vous. Et pour les téléspectateurs surtout. Pour les téléspectateurs Et surtout. ça se passe comment? Est-ce que Herman, lui, il peut se lever avec, tu vois, il se lève un jour, il fait, aujourd'hui je veux jouer au bon citoyen, je vais peut-être mettre mon gant et puis rendre propre Cotonou en ramassant tout ce qu'il y a
peut-être comme déchets, pas déchets, masques déjà utilisés, et puis il va dans ce centre, on l'accueille et ils le font. C'est possible, pourquoi pas. On va devoir entrer en contact avec les responsables du centre. Vous savez, ce qui est intéressant pour moi, au-delà de tout ce qu'on est en train d'évoquer, c'est l'aspect écologique donc, de ce système. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on parle de... comment appelle-t-on je suis en train d'oublier l'expression. On parle... Bio. On parle bio, mais aujourd'hui, ce qui est en train... Le réchauffement climatique. On parle de réchauffement climatique. Oui, la couche d'ozone est... On parle de destruction de la couche d'ozone et tout. Donc, on est plus en train d'aller vers l'écologique, que ce soit dans nos habitudes, que ce soit également dans nos plats en mangeant bio et tout. Donc, lorsqu'il y a une technique qui promeut la nature, qui promeut, on va dire, le bien-être, je crois que c'est assez intéressant quand on sait qu'aujourd'hui, tout le monde est en train d'aller vers l'écologie. Oui, et c'est une bonne nouvelle, vous le disiez, parce que c'est un droit à chacun de nous ici de vivre dans un environnement sain, satisfaisant et durable. Et vous le savez, la Constitution béninoise le dispose d'ailleurs en son article 27. Voilà. Eh oui. Ah oui. Et en plus d'être géographe, il est encore juriste. Oui, je l'ai dit, il y a du plaisir à fouiller et chercher pour vous. Déjà pour toi en premier, puis pour nous. Voilà. Vous ne serez pas d'accord. Merci pour tout, pour tes recherches et tout. Et bon, merci à toi aussi. C'est pas l'État qui a fait venir ça ici. Ah oui. Oui, il faut le préciser. Mais des Béninois? Oui, c'est des Béninois. C'est la plateforme du secteur sanitaire privé, surtout, qui l'a fait venir. Mais l'État n'est pas resté insensible face à cet ambitieux projet. Non, pas du tout. Il a d'ailleurs exprimé son intérêt en accordant au projet l'exonération des frais de douane. Ah, ouais. C'est intéressant. Donc l'État a joué sa partition. Bien sûr, bien sûr. Le ministre de la Santé était à l'inauguration. Oui, on a d'ailleurs suivi. Tout comme moi. Ah oui. Ah oui. Tu étais à nos yeux. Voilà. D'autres informations, Marcel? Ben, si vous voulez, on doit dire que c'est un nouveau pas vers le bout du tunnel que représente le casse-tête des déchets biomédicaux. Bon, c'est bon, on a fini de parler des déchets biomédicaux. Et après, on parle de quoi? On va parler de tout ce qui est chic, tout ce qui est, tu vois, mesdames, hein, vous ne serez pas, certainement, vous ne serez pas intéressés. Parce que l'homme n'a pas le droit d'être chic. Non, pas ça. Aujourd'hui, on a décidé, ensemble avec Marcel, de prendre soin des femmes, nous. Bon, c'est décidé. Je repars avec mes fleurs. Et moi, alors, je repars avec ton incinérateur. Tu es venu seul, tu repars seul. En fait, pas ton incinérateur, ta machine a détruit les déchets biomédicaux. D'accord. Alors, mesdames, ce qui va suivre va certainement vous intéresser. On parle perles, on parle perlage. C'est petites choses arrondies, brillantes que l'on aime si t'en voir sur nos boubous, sur nos robes et autres. Le résultat est magnifique, mais le processus est ardu. On s'y penche dans... Good. Marcel, bonjour. Bonjour Mélène. Je vais bien. En rose. Tellement pressée de dire. Oui, que j'adore ce que tu as porté. C'est vraiment beau, c'est chic. C'est pareil chez toi aussi. C'est les perles qui vont avec le tissu, la couleur jaune qui brille avec le blanc. J'aime bien. Merci. Alors oui, on parle de ce que tu as mis là, des tout petits... des perles, oui, bien arrondies, bien beaux et qui brillent certainement à l'écran, plus que toi d'ailleurs, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, bonjour chers amis téléspectateurs. Dans la rubrique mode aujourd'hui, nous parlons du perlage. Voilà cette broderie faite à base des perles qui donne une autre touche à notre tenue vestimentaire. Voilà. Bonjour. Vous êtes Madame Mélissa Gbogbanou. Oui. Vous êtes maîtresse couturière. Oui. Et avec vous, nous allons parler du perlage. Voilà. Comme ce que vous avez porté. Voilà. C'est très beau aussi. Merci, c'est joli avec peu. Merci beaucoup. Eh bien, avant de revenir à vous, nous avons un élément qui nous édifie plus sur l'ensemble ou tout ce qu'on peut faire avec les perles. Ensuite.
vue professionnelle, les perles ne laissent nulle part où la main passe et ne repasse. Et voilà, c'était cet élément qui nous montre plus de couleurs avec les perles. Non, j'ai adoré, c'était vraiment beau. Il y avait plusieurs variétés, plusieurs styles, c'était Et chic. je précise que ce sont des images rapportées par Mélène. Oh oui, j'ai vécu la chose, j'ai vu, j'ai touché en fait. C'est ça, Il on fallait le comprend. préciser. Et voilà, donc on revient sur ce plateau avec vous, Madame Mélissa Gbogbanou. Dites-nous pourquoi ce regain d'intérêt pour les perles qui, jadis, étaient utilisées pour d'autres fins. Disons, c'est au cours d'une formation parce que à chaque fin d'année, les maîtres couturiers font une formation Oui. où ils apprennent, ils essaient de rapporter de nouvelles choses à la mode, donner plus de peps à ce qui était déjà passé et tout. Donc c'est au cours d'une formation de maître couturier que l'idée a été émise de rajouter les perles pour donner plus de brillance aux tenues. Et voilà, l'idée a été acceptée par les autres et voilà, c'est parti. Mais qu'est-ce qui comme les ça. a motivés à avoir cette idée de mettre des perles dans la broderie déjà qui n'est pas aussi, je vais dire, n'est pas mal. Je pense qu'au cours de cette formation, les idées jaillissent de partout. Hein. Chacun dit ce qu'il peut, juste pour donner plus de perles et puis satisfaire la clientèle. Donc, c'est un peu ça. Alors, quel type de perles avions-nous quand il s'agit de la confection des tenues? Il y a en tout, disons, 2 types de perles pour commencer. Il y a des perles qui se font avec qui sont un peu plus grosses que ceux que vous avez là. Voilà. Et on peut les coudre sur les tenues. Et il y a ceux que vous avez dans votre tenue là. C'est les premières perles dont vous parlez, c'est ce qu'on a souvent pour les trucs de dots là. Voilà, dans les foulards et tout. Et c'est un peu plus gros que ce que vous avez. Maintenant, ce que vous avez dans votre tenue, ça, c'est un peu plus complexe. Ça se fait avec le fer à repasser. Il faut passer une perle par perle, perle par perle sur les tenues. Même ce que... Oui, voilà, comme ça. Donc, elle a donné du travail au styliste. Hein? Mais c'est passionnant, donc on le fait. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors? Il y a plusieurs types de perles. Ceux-là, maintenant, il y a la qualité aussi dépend. Il y a des perles de... La première qualité, c'est des perles qui, déjà, à 1-2 lessives, ça laisse la tenue. Okay. Il y a une autre qualité qui dure un peu plus, mais il y a une troisième qualité qui, quelle que soit la lessive que vous opérez, ça ne part pas, c'est toujours sur la tenue et voilà. Je suis sûre qu'en fonction de la qualité, le coût aussi doit parler, mais on reviendra sur le coût tout à l'heure. Quelles sont les particularités justement de ces perles-là qu'on utilise aujourd'hui dans les broderies? La broderie simple, elle est jolie, on l'apprécie bien. Mais quand il y a les perles, vous voyez comme c'est brillant, ça donne du peps à la tenue. Comme la femme brille, mais voilà. les hommes aussi, hein, les hommes aussi ça se peuvent fait mettre. avec les hommes. C'est pas sincère. Ouais. Les hommes, ils brillent. Ce sont les femmes qui brillent. C'est Mylène qui a dit. Quelquefois, on le met aussi dans la tenue des hommes, pas beaucoup comme dans la tenue des femmes, là, c'est quelques trucs, mais toujours pour donner de la couleur, du peps à la tenue aussi. D'accord. Alors, quand il s'agit du perlage, quel type de broderie il faut choisir et sur quel type de tenue? Parce qu'il ne faut pas mettre tout pour mettre bien. Bon, il y a des tenues, des pagnes, je dirais, qui ont déjà des motifs comme le pagne de Mylène et mon pagne à moi. Ça a déjà des motifs, donc ça, c'est plus facile. Il faut suivre un peu le motif dans le pagne pour mettre les perles. Et votre tenue, par exemple, qui n'a pas de motif, c'est juste simple comme ça. Donc, c'est à la couturière d'avoir les idées, de mettre, pour que ce soit joli et donner du peps à la tenue. Donc, peu importe le tissu, je dirais. Pour vous que ce soit joli, ça donne un bon rendement à la fin. Ça donne alors à réfléchir. Oui, Il faut développer son esprit créatif. Voilà. Alors, à quelle occasion peut-on se permettre de porter une tenue avec broderie perlée, par exemple? Je dirais qu'il n'y a pas d'occasion. On se permet ça quand on veut. Parce que nous, les femmes, nous aimons quand c'est bling-bling, quand c'est joli, quand ça brille. Donc, je Même dirais pour aller à la piscine? Non. Est-ce qu'il y a des maillots de bain? Ah, mais il y a des mais maillots c'est- professionnels aujourd'hui avec des tissus, non? Je pense qu'on va y penser pour toujours donner Ah, c'est une plus bonne de idée. bling-bling. Pourquoi Ça va pas? briller. Sinon, il n'y a pas d'occasion. Mais plus ça brille, plus c'est intéressant, plus c'est bon pour les grandes occasions. Oui, Voilà. d'accord. Alors, Mélène, ça vous dit? Si ça me dit. Oui, c'est vrai que vous avez déjà porté, Ah, mais... je suis déjà intéressée, tu vois pas. Je suis à fond dedans. Alors, ce retour justement à la mode des broderies avec perles n'a-t-elle pas d'incidence financière? Non. Parce que déjà, les perles, ça dépend. Les perles, c'est
plus c'est de la bonne qualité, plus c'est cher, ça monte, ça monte. Donc je dirais que ça dépend de la bourse de chacun. Ce que tu peux, c'est ce que tu fais. Et ça prend combien de temps pour faire ce travail, par exemple? Je dirais que ça prend un peu de temps. Ouais. Parce que plus la tenue demande plus de pelles, plus ça prend du Pour temps. faire ce que vous Et avez plus porté. de temps, plus de, tu vois. De qualité de travail. Voilà. Ouais. Ce que vous avez porté, par exemple, vous a pris combien de temps? Je dirais que ça m'a pris environ une heure par là. Parce qu'il faut déjà confectionner la tenue et prendre son temps maintenant pour mettre les perles. Alors, pour finir, dites-nous des conseils pour ceux qui ont envie de s'aventurer dans le monde des broderies perlées. C'est joli, ça vaut le coup. Voilà. C'est ce que je fais dire. C'est joli, ça vaut le coup. Vous avez compris, chers amis téléspectateurs. Allez-y, faites, je vais dire, le choix. Aventuriez-vous. Commandez vos broderies perlées. C'est très beau, surtout quand il fait sombre. Merci à toi. Merci, Mélène. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu arrives à changer tes ampoules à la maison quand ça se gâte? J'ai vraiment envie, mais il faut avouer, j'ai peur de, comme on le dit, du courant. Sérieusement. Ah oui, Ah oui. j'aime pas tout ce qui est... Et je parie que tu n'es pas la seule. Ouais. Vous aussi? Non, j'ai jamais essayé, j'ai même pas l'intention d'essayer, tellement que j'ai peur. Alors ce midi, Rebecca a pris rendez-vous avec un électricien. Vous qui avez peur de changer vos ampoules à la maison, rassurez-vous, c'est sans danger. Il faut juste prendre des précautions. Et Rebecca a la découverte du métier d'électricien. Waouh, Donc d'accord. j'ai testé pour vous. Une lumière dans l'obscurité, ça change tout. Voilà pourquoi aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre d'un électricien pour en savoir un peu plus sur ce métier. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Alors, non seulement nous allons apprendre à connaître un peu plus ce métier, mais nous allons aussi apprendre à changer une lampe quand on est à la maison et qu'une lampe de notre salon ou bien de notre chambre à coucher est grillée, comment faire pour la changer sans forcément l'aide d'un spécialiste? Nous allons l'apprendre aujourd'hui. Et on est avec un électricien à domicile chez lui pour apprendre un cas pratique. On va le rejoindre. Suivez-nous. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Vous êtes électricien et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. Dites-nous, c'est quoi un électricien? Un électricien, c'est quelqu'un qui intervient dans le domaine de l'électricité, dans le bâtiment, comme dans tout autre domaine de l'électricité. Ce qui donne genre, accès à l'électricité, un électricien peut intervenir dans tous ces domaines. Alors moi j'avoue que depuis toute petite, j'ai toujours eu peur quand on parle de l'électricien parce que je me dis que il y a le courant et là où il y a le courant, c'est qu'il y a toujours le danger. Est-ce qu'on doit avoir peur d'embrasser ce métier-là? Je ne dirais pas oui, je ne dirais pas non. Parce que dans toute Ça a des risques? Dans toutes choses, il y a des risques. Et il faut savoir adopter les mesures préventives pour pouvoir épargner ces risques du métier. Sinon, le reste, un électricien, ce n'est pas un génie. Et l'électricité est donnée à tout le monde de le faire. Souvent, quand on est à la maison et qu'une lampe est grillée, on se dit non, mais on ne peut pas faire, on ne peut pas toucher, parce qu'on a trop peur de ça. Et c'est justement pour ça qu'on est là aujourd'hui. On va montrer qu'il n'y a rien de sorcier, n'est-ce pas? Si. Donc, on va apprendre à changer une lampe grillée. On peut y aller déjà? Pour pouvoir changer la lampe, c'est qu'il faut d'abord avoir accès à la douche, avoir quelque chose de bien équilibré pour pouvoir monter et atteindre la lampe à sa hauteur. Ok. Maintenant, je vais essayer de monter et vous montrer comment ça se fait. D'accord. Et bien avant que vous montez sur ce que vous avez mis, assurez-vous que l'endroit est bien isolé. C'est-à-dire, il n'y a pas de l'eau, vous n'êtes pas en contact avec de l'eau, avec un fer ou quelque chose qui peut conduire du courant. Et dans un premier temps, il faut disjoncter l'interrupteur qui allume la lampe d'abord. C'est-à-dire qu'il faut éteindre la lampe. Voilà. Il ne faut pas toucher
le verre qui est autour de la lampe. Pour d'autres lampes, c'est en plastique. On ne touche pas la partie qui s'allume. On ne touche pas la partie en verre ni en plastique pour enlever la lampe. Il faut toucher la partie derrière qui est un peu proche de la douille. Maintenant, essayez de bien garder et de tourner doucement, doucement, jusqu'à ce que la lampe sorte de la douille. Dès que vous sentez que la lampe est complètement sortie, vous pouvez le retirer. Une fois la lampe enlevée, la nouvelle lampe, on va le remettre à la place de l'ancienne. Donc, toujours les mêmes étapes. Il faut essayer de bien poser la lampe et tourner. On tourne dans quel sens? Dans le sens de l'aiguille d'une montre. Ok. Vous tournez jusqu'à ce que la lampe soit bien serrée dans la douille. Assurez-vous que ça soit bien assise dans la douille. Là maintenant, on vient de changer une lampe à la maison sans l'aide de l'électricien. On l'allume pour voir si... Oui, Et voilà. la lampe est allumée. Sinon, rien de sorcier. Vous pouvez faire ça chez vous sans forcément l'aide d'un technicien. D'accord. Oui. Je peux l'essayer déjà? Si vous voulez. Ok. Je pense que c'est la première fois que j'arrive à changer une lampe pour moi-même. C'est vrai que j'ai été coachée et vous aussi, vous avez suivi et vous pouvez le faire désormais chez vous tout seul. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et voilà Rebecca qui vient de changer son ampoule toute seule. Marcel, tu as suivi? Ça me donne bien envie de changer aussi désormais mon ampoule toute seule. Ça te donne envie, il te faut le courage maintenant. Entre l'envie et le courage, c'est un grand pas. Tu pourras le faire désormais. C'est ça, pourquoi j'ai précisé, ça me donne envie. Mais raconte-nous, la plupart du temps, ça se passe comment? Quand ton ampoule se grille à la maison, tu fais quoi? Tu restes là, tu regardes l'ampoule et puis après tu prends ton téléphone et tu appelles l'électricien? L'électricien, c'est trop loin. J'appelle déjà ceux qui sont dans les environs. Vous pouvez m'aider, mais s'il n'y a personne, c'est que je reste dans le noir. Sérieusement? Tu n'essayes même pas? Même pas, c'est pas moi. Bruno, tu l'entends? Ah Bruno, bonjour. Bonjour d'abord Mylène, je salue Marcel et tous les téléspectateurs. Bruno. Mais j'espère qu'avec l'élément, vous avez eu un peu de tu courage. sais, il faut pas mentir. Affaire de courant là, il y a degré, pas degré. Mais c'est vrai que le courant, ça fait peur. Oui, surtout ça... quand tu as déjà été victime une fois dans ta vie. À Mais chaque fois que tu te rapproches, tu as je le peur. conseille, c'est simple, et surtout qu'il n'y a rien à toucher là. C'est facile, on peut le faire, mais je vais le faire. Je vous promets, je vais le faire. Je vais essayer. Seulement qu'on ne sera pas là. Voilà. Mais il faut l'apprendre parce que c'est des choses qu'on considère souvent comme pour homme dans la maison. Oui, on peut le considérer comme ça, mais est-ce que l'homme est toujours là si monsieur est en voyage et que vous êtes seul et que vous n'avez pas de grands-enfants? Parce que si vous avez des enfants, ils peuvent s'en occuper. Mais si vous n'avez pas de grands-enfants, vous avez des enfants de 5, 6, 7 ans qui ne peuvent pas le faire et que vous êtes à ce moment-là le père et la mère de la maison. Vous êtes obligé de prendre vos responsabilités. Vous n'allez quand même pas faire découvrir les coulisses de votre chambre à cause d'une ampoule à peut-être un inconnu, parce qu'on voit les femmes qui sortent dehors. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir nous aider juste pour changer une ampoule? Bruno, c'est pas toujours sécurisé. Entre la honte de faire découvrir mes coulisses Et la mort. et la mort, Tu peux faire la honte. s'il n'y a rien à faire. Non, mais je pense que vous pouvez essayer. Oui, je faut viens le de faire. suivre. Il faut juste prendre
pour ma part, 3 précautions de base. C'est-à-dire qu'avant de retirer l'ampoule de la douille, il faut l'éteindre. Il faut d'abord se rassurer qu'on a disjoncté l'interrupteur, donc pour qu'il n'y ait pas circulation d'énergie électrique au niveau de la douille. Deuxième chose, il faut essayer de ne pas avoir les mains mouillées aussi, parce que lorsqu'on a les mains trempées d'eau, avec le contact de tout ce qui peut être électrique. Comment toi, si tu as les mains trempées d'eau et tu vas vouloir changer? Non, les femmes ont toujours la main dans l'eau en train de faire quelque chose. C'est possible qu'au moment de le faire, vous ne vous essuyez pas bien les mains. C'est vite arrivé, c'est peut-être un oubli, c'est vite arrivé. Ce n'est pas aussi sécurisé. Donc, si vous faites ces 2 choses, et aussi, lorsque vous voulez rentrer en contact avec les objets électriques, il faut vous rassurer que vous portez des chaussures et que la plante de vos pieds n'est pas en contact avec le sol. Sinon, ça facilite le fait que vous fassiez électrocuter. Donc, si ces 3 précautions-là sont prises, je pense que ça devrait bien se passer. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a différents types d'ampoules. Là, Rebecca essaie avec une ampoule à douille. Il y a des ampoules à réglette. Donc, c'est autre chose. Quand c'est une réglette, c'est encore un autre travail. On sent que c'est votre monde. Il faut ajuster. Vous avez tellement réglé les ampoules que je me demande si vous ne les il faut ajuster les 2 ports d'un côté et les 2 autres ports de l'autre côté. Donc, et après, il faut tourner l'ampoule de sorte que l'ampoule soit bien installée. Vous n'avez pas raté votre carrière. Dans la réglette. C'est même pas tard. Avant de se rassurer qu'on a remis l'interrupteur en marche. Donc, il y a de petites précautions, mais après, il n'y a pas de grand danger. Mais Mylène, j'ai bien envie de dire que c'est réservé aux adultes. Hein? Ah oui, il faut le dire. Ce n'est pas mais le courant, c'est dangereux. On n'envoie pas les enfants. Ouais, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est vrai que les ampoules, quand elles s'allument, elles s'éteignent. Ça amuse parfois certains enfants dont la curiosité les pousse à aller toucher, voir de quoi il s'agit, etc. Un homme doit être, je dirais, un petit électricien, un électricien en miniature, pas faire les grands travaux d'électricité dans la maison, mais des petits trucs comme changer une ampoule, etc. Moi, je connais quelqu'un. C'est quand même basique, mais si vous êtes un homme et que vous ne savez pas le faire, et qu'il y a situation dans la maison, bon, vraiment... Moi, je connais quelqu'un que tu connais très bien. Quand il s'agit du courant, ah non, on ne le voit pas. On ne le voit vraiment pas. Est-ce que je dois imaginer? Non, n'imagine pas, c'est tout proche. Tu as juste à regarder à ta droite et puis tu verras la personne. Il cherche. D'accord. J'imagine déjà. On va dire le reste après. Donc, Marcel, tu essayes déjà à la maison? Oui, je vais essayer. Je vous promets, je vais essayer. Déjà, la peur est... Photo à l'appui. Hein. Il faut nous envoyer des photos, sinon on n'est pas sûr. Ne vous inquiétez pas. Mais seulement que je ne peux pas être en haut en train de tourner et me prendre des photos. Tu dis à celui qui passe de te prendre des photos. Là, c'est que je ne risque pas que... Nous voulons voir. C'est des pièces à conviction. Nous voulons voir. D'accord, ok. Tout simple, c'est promis, je vais essayer. Alors, on met nos tennis, on prend nos lunettes de soleil, parce qu'on va en hauteur. La destination, c'est? On va dans la Takora. Voilà. Dans découverte et tourisme. Bonjour, monsieur Corneille Baguili. Bonjour, madame Fanou. Vous allez bien? Ça va, et vous-même? Je vais très bien. Vous êtes à nouveau avec nous ce vendredi pour nous faire découvrir une région du Bénin. Tout à fait. Une fois encore. Une région du Bénin et surtout un type d'habitat assez prisé que notre désormais ami, on va dire ça comme ça, notre désormais client sur le rendez-vous de midi, Corneille Baguidi. Et je vous le laisse d'abord quelques minutes avant de revenir sur le thème du jour parce que vous avez beaucoup de questions pour M. Corneille. Je veux comprendre assez de choses. Il faut le découvrir aujourd'hui. Déjà, dites-moi d'où vous vient cette passion? Passion pour la photo, pour les... Vous êtes souvent sur la route, vous allez visiter le Bénin. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'aller très souvent visiter les coins les plus éloignés même du Bénin. Ça doit être forcément une passion. Oui, une passion en fait. Ce qui m'amène souvent à aller dans ces localités ou ces régions-là, c'est ma passion pour les oiseaux. Et puis après, j'en profite pour découvrir les spécificités des localités, les types d'habitat, la végétation, ainsi de suite. Bon, c'est une manière pour moi de me déstresser, parce que je fais un métier qui est assez stressant. Donc, les week-ends... Vous êtes expert comptable de profession, oui, je suis expert comptable de profession et commissaire aux comptes. Et donc, chaque fois que j'ai l'occasion, que ce soit les week-ends ou les congés, je profite en fait pour
pour aller dans la nature, pour aller dans les villages, pour aller dans certaines localités, pour me déstresser. Ça participe à mon équilibre, en fait. Ah oui, oui. Il faut de temps en temps prendre du recul. C'est pour son plaisir. Voilà. Oui, c'est pour son plaisir. Et vos photos, vous en prenez d'ailleurs très souvent. Quelle est la finalité? Bon, au départ, c'est vrai, je ne prenais pas de photos au départ, les oiseaux. Hein. J'allais, je regardais, et puis bon, l'idée est venue de prendre des photos. Puis il y a quelques années, j'ai adhéré à des groupes sur Facebook d'ornithos, hein, d'ornithologues, des passionnés d'oiseaux. Et puis bon, c'est là où je me suis dit, mais tiens, ça serait bien quand même d'immortaliser tout ce que je vois. Voilà. C'est vrai, en termes de projet, j'envisage à terme, j'espère, d'ici l'année prochaine, faire une exposition photo sur les oiseaux du Bénin et pourquoi pas sortir un livre sur les oiseaux du Bénin. Ah, moi déjà, je serai à l'exposition à coup sûr. Nous y serons, c'est sûr. Mais comment êtes-vous devenu alors du coup un photographe parce que vous n'avez pas fait une formation en photographie et tout ça? Mais aujourd'hui, vous faites de très belles photos. On aura l'occasion d'en découvrir dans quelques instants. Donc, vous nous amenez sur les hauteurs de l'Atakora à la découverte des Tatars. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, Bruno, je te laisse ton invité et moi, je me mets en mode évasion. Merci Mylène. Après donc la visite du lac Nokoué la semaine dernière, nous descendons de nos pirogues destination l'Atakora pour découvrir le magnifique paysage au pied des chaînes de montagne. Il fait beau vivre là-bas, vous le savez, car les Tata Somba nous accueillent ce midi pour une randonnée au cœur de l'art architectural traditionnel en pays Somba. Combien ne sont-ils pas chaque année à se déplacer pour aller découvrir cette merveille du Bénin? Et pas mieux, on compte bien entendu notre invité du jour, Corneille Baguidi, qui est allé là-bas et qui a véritablement pu, je dirais, profiter de toute la beauté de ces chefs-d'œuvre d'architecture traditionnelle dans l'Atakora. On va découvrir un peu à quoi cela ressemble d'abord et on revient juste après pour mieux comprendre de quoi cela retourne. Et voilà, Mylène, donc c'était juste un tour dans l'Atakora pour découvrir ce type d'architecture. Et je vais peut-être trahir un peu un secret, Corneille ne le sait peut-être pas. Vous avez pu dénicher, je dirais, l'habitation de mon oncle maternel. Donc moi-même, je l'ai découvert quand j'ai reçu les photos. Et j'en ai, oui, à Kachakoutamou. Oui. Voilà, vous étiez à Kachakoutamou, oui, voilà. à Kachakoutamou. Exactement, voilà. Oui, c'est un vieux décor romain. Voilà, donc là-bas, vous avez visité un vieux parmi les tatas que vous 104 ans l'année dernière. C'est mon oncle maternel. Il avait 104 ans. Bref, c'était une parenthèse. Alors, on va mieux parler de ce type d'habitat. Dites-nous, pourquoi le nom Tata? Pourquoi on les appelle les Tata Somba? Ces cases, si je peux les appeler ainsi. Oui, alors, pour le peu que j'ai lu sur le sujet, parce qu'après, j'ai lu beaucoup de choses sur les Tata Somba pour comprendre un peu l'histoire et tout ça. Ce que j'ai lu, c'est qu'il paraît que dans les temps anciens, les habitations dans cette partie de notre pays étaient sous forme de cases rondes. Oui. Et qu'à cette époque-là, il y avait des prédateurs, les guerres, les animaux sauvages ont amené en fait les peuples de cette localité-là ou de ces localités-là
à trouver le moyen de se préserver et de résister. C'est ainsi qu'ils ont imaginé un type de construction à étage. Parce que les Tata Somba, c'est à étage, c'est R+1. Il y a le ré, quand on voit, on ne se rend pas compte. Et donc, voilà, d'où Tata. Bon, maintenant, le mot Somba, pour ce que j'ai lu aussi, c'est qu'en fait, c'est une appellation générique qui aurait été donnée par l'administration française de l'époque à tous les peuples de la Takora, sauf les Batambou. Oui. Donc, Tata Somba, en fait, Batambou et Dendi. Voilà. Donc, Tata Somba, c'est une fortification traditionnelle, un mini château fort. Voilà, un mini château fort. Mais je précise que... il faut d'abord préciser que tout est traditionnel. Il n'y a pas de pointe, il n'y a rien qui soit, je dirais, moderne dedans. C'est-à-dire de la toiture jusqu'à la fondation. C'est fait à la main. Exactement. Fait à la main. Exactement. Et c'est construit c'est construit en banco. Oui. Donc, c'est un mélange de terre argileuse avec de la paille. Et puis, le plafond... crépi après, ensuite. Hein? Et crépi. Et la particularité, c'est que c'est les hommes qui construisent, mais c'est les femmes qui font la finition. Qui font la décoration. C'est la décoration. Après le crépi, il y a la décoration. On va le découvrir. Voilà, comme on le voit là. Alors, vous pouvez voir que c'est crépi, mais il y a encore des schémas qui ont été faits sur le crépissage. C'est simplement beau. Et fait vraiment frais à l'intérieur. Oui. Elles le font avec elles font avec du balai, elles font avec des doigts. Ça dépend de ce qu'elles veulent représenter sur le crépissage. Mais ce n'est pas tous les tatas qui sont décorés avec... c'est surtout les tatas de type otamari. Peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. Oui. Les femmes, les traits que vous voyez sur les tatas, en fait, c'est la reproduction des scarifications que les gens de Maribert ont au visage. Sur le visage. C'est ça qui est souvent reproduit sur les tatas chez les Otamari. Voilà. Vous êtes vraiment allé à la découverte puisque je m'y connais un peu. J'ai passé pas mal de nuits dans les tatas parce que voilà, c'était dans le milieu toujours comme ça. Alors, vous allez nous dire, vous parlez tantôt des types de tata qu'il y a. Combien de types de tata avons-nous donc, Tata Somba? Voilà. Ce que j'ai vu et ce qu'on m'a expliqué, et ce que j'ai lu également, c'est qu'il y a 2 types de tata. Et je dirais qu'il y a 3 architectures. Okay. Les 2 types de tata, vous avez d'abord le premier type, c'est le tata originel qu'on appelle tata de type Tayeba ou tata Natemba. Et puis le deuxième type, c'est le tata Otamari et qui est propre au Beta Maribé. Oui. Maintenant, quand je parle de 3 architectures, c'est que quand vous prenez les tata de type Tayeba ou Natemba, on le verra peut-être sur les photos, c'est ce tata-là où vous avez l'escalier qui est à l'extérieur. Maintenant, chez les Otamari, il y a 2 variantes. Les 2 variantes, c'est que l'accès au niveau supérieur, la première variante, c'est un trou en fait. Oui. Vous avez dû voir sur une image tout à l'heure où c'est la tête qui émerge quand vous montez. C'est un trou qui fait penser au mythe de la caverne. C'est ça. Et puis la deuxième variante... tata de type Otamari. Et donc on accède au premier par une échelle. Et cette échelle-là, en fait, c'est un tronc d'arbre. Voilà, qui est coupé, modelé. Voilà, c'est comme un immense lance-pierre et les marches sont taillées dedans. Voilà. Et puis la deuxième variante, c'est que l'accès au niveau supérieur, c'est à travers une porte classique à la verticale. Voilà, là aussi, voilà. Donc c'est... Et le haut contenant parfois un grenier aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, d'accord, ok. Mais c'est vrai que le niveau supérieur, dans les caractéristiques des tatas, c'est que d'abord, on va commencer par le seuil, l'entrée en bas. Vous avez toujours un hôtel qui symbolise, qui rappelle les âmes des ancêtres, où on fait des cérémonies. Le rez-de-chaussée, donc le hall, sert souvent pour... abriter les animaux domestiques, les provisions, la cuisine et tout ça. Voilà, il y a une meule à grains, ainsi de suite. Et puis le niveau supérieur, vous avez une grande terrasse. C'est là où vous avez les chambres, vous avez les greniers. Selon que c'est un tata de type Tayeba, si c'est Tayeba, vous avez un grenier central.
Et puis, bon, voilà, vous avez les chambres au niveau supérieur. Voilà, et puis, bon, cette terrasse sert également pour le séchage des céréales. Voilà l'oncle dont je parlais. Ah oui, donc, alors c'est un vieux qui m'a fait, parce qu'il y a une ferme, vous voyez, il y a des courriers, il a lancé des courriers au sol là. Oui, je connais très bien, il est très gentil. Et donc il a consulté en fait les esprits pour savoir si j'étais venu avec de bonnes intentions. Ben, il m'a dit que j'étais venu en paix, et donc voilà. C'est un moment vraiment... Ce qui frappe sur cette image, c'est la taille de la porte, parce que là, il est dans sa case, c'est là où il dort. Donc, pratiquement, on rentre. Il faut redevenir comme un bébé. Oui. Et pour en sortir aussi, il faut redevenir comme un bébé, parce que, voilà, c'est moins d'1 mètre, pratiquement, de le carré, là. Voilà. Ce monsieur est né vers 1915, et dans la maison, il y a encore un de ses fils qui a à peu près 75 ans. Voilà. Et il faut dire qu'il tient bon toujours. Oui. Alors, dites-nous, est-ce que de nos jours, avec la modernisation et tout ça, les peuples de l'Atakora qui voyagent beaucoup pour aller découvrir d'autres modes de vie, est-ce que les peuples de l'Atakora, donc les Betan Maribé, les Taïba, comme vous l'avez dit, les Bessoribé continuent toujours de construire des tatas? Ou c'est en voie de disparition? Malheureusement non. Les constructions aujourd'hui, c'est des constructions de forme rectangulaire, en ciment avec le toit en tôle ou des fois en paille. Les tatas sont en voie de disparition, et certains qui existent encore ne sont pas bien entretenus, malheureusement. On peut tout avoir là, vivre tranquillement pour quelqu'un qui visite. Oui. Il y a des tatas. Comme vous pouvez séjourner. Par exemple, à Tayakou, le tata de M. Mkia Alphonse, il a 6 chambres. Il a 6 chambres que vous pouvez passer une nuit, un peu comme chez l'habitant. Vous me donnez envie d'y faire un tour parce que je ne connaissais vraiment pas. Il faut y aller. J'irai avec toi. Tu seras mon guide. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si on se perd, on va appeler M. Korn. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est vraiment intéressant de voir que vous avez une passion et que vous savez parler de ce que vous visitez. Vraiment, c'est impressionnant. On va vous retrouver vendredi prochain pour certainement un autre rendez-vous. Merci de m'avoir invité. On vous en prie. Bruno était très content de parler d'être à Samba. Il s'y retrouvait vraiment. J'espère que le vendredi prochain, tu en parleras du sujet avec autant de passion qu'aujourd'hui. Quel que soit le milieu, parce que je suis d'abord béninois. Voilà, c'est ça. Alors prenez le prochain rendez-vous pour le jeudi prochain. On a fini pour aujourd'hui. C'est le week-end, reposez-vous. Prenez plutôt du recul comme Monsieur Corneille, mais pas si loin de chez vous, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut vraiment se protéger. Il ne faut pas oublier les gestes barrières. Il ne faut pas oublier le gel, Bruno. Il ne faut pas oublier de les porter masques. son masque. C'est très important. Reposez-vous, prenez soin de vous. On se retrouve le jeudi prochain.